Mission de travail du président de la République en Arabie Saoudite et en Belgique, où il a pris part au sommet afro-arabe et aux 8e journées européennes à Bruxelles, le film complet en partie magazine de cette édition. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu cet après-midi le trophée de la liberté de la presse. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Congrès en présence de la première dame Dr Malika Issoufou, marraine de la première édition des Nuits de la liberté de la presse. Conférence de presse hier de la coordination intersectorielle de lutte contre le sida sur le bilan et perspectives de la lutte contre les IST-VIH-Sida au Niger, conférence qui s'inscrit dans le cadre de la célébration demain, 1er décembre, de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a effectué la semaine dernière une mission de travail au Koweït où il a pris part au 8e sommet afro-arabe et à la 8e édition des Journées européennes à Bruxelles. Vous suivrez en partie magazine de cette édition le film complet de cette mission avec nos envoyés spéciaux. Poursuite des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2013, plusieurs projets de loi ont été examinés et adoptés par les députés nationaux sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le résumé de Mahmoudou Idrissa Maïga. Plusieurs projets de loi ont été examinés et adoptés par les députés nationaux ce matin sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Daouda Maman Marté. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-16 du 28 juin 2013 autorisant la ratification de l'accord de don numéro H855-NE signé le 7 juin 2013 à Niamey entre la République du Niger et l'Association internationale de développement, AID. Des montants de 26 700 000 droits de tirage spéciaux contre valeur de 40 milliards de dollars US, soit l'équivalent de 20 milliards de francs CFA pour le financement de la troisième phase du projet d'appui au programme d'action communautaire PAC. Ce projet de loi a été adopté 84 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le second projet de loi examiné porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2013-17 du 28 juin 2013 autorisant l'accord de don numéro 14700-NE du Fonds pour l'environnement mondial des montants de 4 milliards 518 000 dollars US, soit l'équivalent de 2 milliards 259 millions de francs CFA, signé le 7 juin 2013 à Niamey entre la République du Niger et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Ce projet de loi a été adopté, 113 voix pour, 0 contre et 0 abstention. S'agissant du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2013-18 du 24 juillet 2013 autorisant la ratification du contrat de prêt concessionnel gouvernemental signé le 19 juin 2013 à Pékin en Chine entre la République du Niger et Export-Import Banque de Chine d'un montant maximum de 310 millions de yens, soit l'équivalent de 21 milliards 700 millions de francs CFA, relatif au financement du projet de renforcement des capacités de production d'eau potable de la ville de Zander. Ce projet de loi a été adopté, 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Pour le projet de loi portant ratification de l'accord de prêt numéro 2013-068-PR, signé le 3 août 2013 à Dakar au Sénégal entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement, des montants de 22 milliards 600 millions de francs CFA pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route de Goudel-Tondibia RN numéro 1 et du boulevard Eskia Mohamed à Niamey. Ce projet de loi a été adopté, 113 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Enfin, les députés nationaux ont examiné le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances. Ce projet de loi a été adopté, 81 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, Amadou Bakar Sissé, a remercié les députés nationaux pour le vote massif. L'ordre du jour étant épuisé, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a levé la séance. La soirée culturelle de la célébration des Nuits de la liberté de la presse
commémorant la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Animation culturelle et remise de trophées et autres distinctions à plusieurs personnalités, dont le Premier ministre, chef du gouvernement. La synthèse avec Abari Amiti et Issoufou Nouma. Les membres du gouvernement, la première dame Dr Malika Issoufou, les responsables et hommes des médias et un public venu suivre le spectacle étaient tous au palais de congrès. Pour le président du comité d'organisation Salim Zengina, 2 ans après la signature de la déclaration de la montagne de la table par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, une première dans le monde, des progrès ont été accomplis. Cependant, beaucoup reste à faire pour améliorer davantage l'environnement de la presse au Niger. D'où l'idée de la célébration de la nuit de la liberté de la presse ou Nuit-Li-Presse, une initiative hautement saluée par les autorités de la 7e République et qui sera soutenue davantage. Je voudrais tout simplement dire merci aux organisateurs de cette activité de Nuit-Li-Presse pour leur ingénieuse idée qui magnifie la liberté de la presse au Niger. C'est un symbole important, non seulement au plan national, mais également au plan international. Cela prouve, si besoin est, que le Niger est une terre et un pays où la liberté de la presse est une réalité. Cette initiative vient du privé, la presse privée. Alors, c'est dire que c'est tellement important. Nous vous encourageons et je profite de l'occasion pour vous dire que mon département ministériel a déjà initié un projet de décret pour institutionnaliser cette liberté de la presse au Niger. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a été honoré pour le combat qu'il mène au quotidien de l'amélioration de l'image des médias, ainsi que sa prise de position pour une liberté de presse au Niger, notamment de ceux qu'il appelle ses amis, même si la liberté de la presse reste conditionnée. Je voudrais adresser tous mes remerciements aux organisateurs de cette belle initiative de Nuit-Li-Presse, la nuit de liberté de la presse. Cérémonie qui consacre désormais de manière durable et, j'allais dire, définitive la liberté de presse au Niger. C'est une réalité, je crois que la presse elle-même, sans aucune contrainte, a voulu exprimer à travers ces nuits. Je voudrais juste les rappeler, citoyens. Une fois que ceci est bien perçu, alors nous sommes partis pour une liberté de la presse éternelle. Et donc merci pour votre geste, mesdames, messieurs les organisateurs. Je prie Dieu qu'il nous garde dans cette ligne qui nous permet effectivement d'assurer cette liberté de presse, comme l'a dit Maman Barka, parce que la voix de la presse, c'est la voix du peuple. Et nous voulons que la voix du peuple soit libre. Le chef du gouvernement appelle ainsi la presse à plus de professionnalisme et au respect des règles sociales. D'autres personnalités ont reçu eux aussi des trophées pour des combats menés en faveur de la presse. Le représentant de la fondation Salou Jubo, l'association des femmes communicatrices APAC Niger, l'ancien ministre de la communication Salifou Labo Boucher et le président de l'ONC et celui de la maison de la presse ont eux aussi été récompensés, trophées retirés par leurs représentants. Se sont fait distinguer également Vendeur à la Criée, le producteur-réalisateur Moussa Bonkoukou, le caméraman Hassan Adamou Ide, tous de l'ORTN, et l'artiste comédien Gingri Lompo. Le 4e pouvoir est le film qui a été projeté pour le public, ainsi que des animations culturelles des artistes de taille ont été offerts à l'assistance. Autre événement de taille, le SAFAM. Comme vous le savez déjà, la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme a débuté hier au palais du 29 juillet. Cette édition permettra aux visiteurs de découvrir les potentialités artisanales de la région de Zender, retenue cette année comme région phare. Askou Jibrila,
Khadija Trass. Considérée comme région phare pour la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, Zender fut la première capitale du Niger dans les années 1922, puis transférée à Niamey au cours des années 1926. Une région historique qui regorge également d'énormes potentialités en matière de production des produits agro-silvopastoraux et artisanaux. À cet effet, la femme du Damagaram a si bien compris l'intérêt du SAFEM, qui est celui de renforcer le pouvoir économique des femmes à travers la pratique d'activités économiques rentables. Cet espace est créé pour permettre à la femme de faire prévaloir son ingéniosité, de développer son génie créateur et de faire la promotion de leurs produits. Une véritable occasion de montrer au public les merveilleux produits artisanaux soutenus par une forte implication de leurs autorités administratives qui coutumières. La région de Zander a également compris l'importance de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, à travers la transformation de leurs produits locaux. Vous avez l'étalage ici d'un certain nombre de produits qui vont dans la transformation agroalimentaire. Donc c'est des produits agroalimentaires et cette transformation illustre la diversité culturelle, mais également la diversité du savoir-faire, du métier donc, de la transformation. Vous avez des produits phares comme les alkaki, qui est donc la résultante de tout ce savoir, qui est un mélange donc du blé, du sucre, de l'huile, de la façon de le cuire, et donc qui est l'émanation même de la multiculturalité zenderoise. Zender n'a pas aussi oublié l'aspect artisanal. Depuis jadis, donc, les artisans de Zender excellent dans la maroquinerie. Donc ils font du très bon travail avec le cuir décoré. Ils font donc la décoration et la finition avec le cuir. Nous avons la poterie et Myria excelle dans cette activité. C'est vraiment une activité qui fait la renommée de Zender, puisque même à l'étranger, au niveau international, les produits de poterie de Myria sont bien prisés. Pour encourager, soutenir et mettre en valeur les produits d'exposition de cette 8e édition du SAFEM, qui a vu la présence de la marraine du SAFEM, Tajia Aissata Issoufou, les autorités administratives présentes à l'ouverture des travaux ont tenu à visiter les différents stands d'exposition érigés pour la circonstance. Fin hier à Tawa des travaux du Conseil régional axés sur l'élaboration du projet de budget 2014, un budget qui se chiffre pour le titre 1 relatif au fonctionnement à un montant de près de 600 millions de francs CFA et pour le titre 2 consacré aux investissements. Mohamed El Mokhtar. En procédant à la clôture des travaux, le président du Conseil régional de Tawa, Ilo Adamou, a tenu à féliciter les conseillers régionaux pour le sérieux et l'ardeur avec lesquels ils ont traité les sujets à l'ordre du jour, notamment les projets de budget 2014 de la région de Tawa. Le président du Conseil régional a également saisi l'occasion de ces assises pour lancer un appel en direction des populations pour l'intensification des cultures irriguées afin d'atténuer les conséquences des résultats mitigés de la campagne agricole qui vient de s'achever. Occasion pour Ilo Adamou de rappeler que le cap défini par le président de la République, Issoufou Mahamadou, demeure l'autosuffisance alimentaire à travers la réalisation des objectifs clairement définis dans l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Avant de déclarer clos les travaux de la 3e session ordinaire 2013 du Conseil régional, le président Ilo Adamou a invité les participants à intensifier les actions de sensibilisation sur toutes les questions d'intérêt régional. Il convient d'ajouter que le Conseil régional a adopté une recommandation, une motion de félicitations et un message de condoléances que je vous propose de suivre. Le Conseil régional d'Ottawa réuni en session ordinaire du 27 au 30 novembre 2013 demande à l'État de procéder à l'introspection au profit de la région, collectivité territoriale des blocs de villas, aéroports, lycées et SNTN. Félicite le conseiller régional Ider Adamou suite à sa nomination au poste de secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières. Le conseil régional lui transmet tous ses encouragements et Dieu guide ses pas dans l'accomplissement de cette noble mission dont il vient d'être investi. Le conseil régional de Tawa
Réunie en session ordinaire du 27 au 30 novembre 2013, présente ses condoléances les plus attristées à la famille du feu Kadi Oumani, chef des cantons du Lela, membre de droit du Conseil régional de Tawa, rappelé à Dieu le 3 septembre 2013. Que son âme repose en paix et que Dieu le clément, le miséricordieux, l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Bilan et perspective de la lutte contre les IST VIH-Sida au Niger, tel est le thème au centre d'une conférence de presse organisée hier par la coordination intersectorielle de lutte contre les IST VIH-Sida au Niger. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la célébration demain 1er décembre de la Journée mondiale de lutte contre le Sida. La synthèse avec Issa Kaissa et Habibou Garba. Bilan et perspective de la lutte contre le VIH-Sida au Niger, tel est le thème de cette conférence de presse organisée par la coordination intersectorielle de lutte contre les IST VIH-Sida. Et il ressort du bilan qu'au Niger, 45 000 personnes sont séropositives. Les 47% sont chefs de ménage, ce qui démontre que le VIH constitue un lourd fardeau pour les individus, les ménages et les communautés. Le premier cas, ça a été en 1987. Et à partir de là, il y a eu des études, des séries d'études, des séries d'enquêtes qui nous ont permis, en tout cas jusque-là, d'avoir une évolution de cette épidémie. Et donc, les sources, comme je l'ai dit, ce sont les enquêtes nationales de DCN. Vous avez également des enquêtes maintenant beaucoup plus spécifiques que la coordination avec l'appui de ses partenaires mène périodiquement. Et ces enquêtes, en tout cas, nous permettent actuellement de parler de l'évolution de la pandémie au Niger et de partager avec vous, en tout cas, je dirais, les défis que nous avons pour aller à l'horizon 2015. Alors, globalement, vous avez l'enquête, la dernière, vous la voyez bien, qui date de 2012, c'est l'enquête EDCN. Et vous avez bien, en 2002, il y avait une enquête menée par la CILS avec ses partenaires, qui donne également une séroprévalence. C'était la première que nous avions en 2002, qui était de 0,87. Et vous voyez bien qu'avec l'enquête EDCN 2006, on était à 0,7. Et donc, du point de vue statistique, peut-être que ce n'est pas trop différent, mais ce qui est sûr, c'est qu'à vue d'œil, en tout cas, on est en train d'inverser, je dirais, les tendances. Juste après cette brillante présentation, les journalistes ont posé des questions afin d'éclairer le public sur la problématique du sida. C'est ainsi que la coordinatrice et les partenaires techniques et financiers présents à cette cérémonie ont apporté des éléments de réponse. Enfin, les personnes vivant avec le VIH ont saisi cette occasion pour exprimer leur gratitude envers la population et tous les acteurs impliqués dans la lutte contre ces mâles du siècle. Pour leur soutien, sans réserve. Si je ne dis pas que je vis avec la maladie, là, personne ne sait. Et aujourd'hui, Dieu merci, avec l'appui des médecins qui sont toujours à nos côtés, c'est ça que nous voulions que vous aussi, vous soyez positifs avec nous. Comme l'a dit Anima Soudra, soyons positifs avec les séropositifs. Si aujourd'hui, on apparaît à la télé bien en forme, comme vous le constatez, c'est grâce justement à l'existence des ARV. Un médecin l'a dit tout à l'heure, que la file entre notre existence et la vie, c'est les ARV. C'est une réalité. Mais je comprends que vous avez toujours tendance à voir les images des années d'avant 2000 là, où les gens étaient vraiment malades du sida. Aujourd'hui, nous ne sommes pas malades du sida, mais nous sommes positifs au VIH. En somme, nombreux sont les défis à relever d'ici 2017 pour atteindre les 3 objectifs zéro, à savoir parvenir à 0 nouvelle infection, parvenir à 0 décès liés au sida et parvenir à 0 discrimination. Dans le cadre justement de la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre le sida, il est prévu demain après-midi à l'arène de Niamey un challenge appelé Combat de la paix qui mettra aux prises
Yacouba Adamou de Niamey à Moussa Abdoulaye de Maradi. À 24 heures de ce duel inédit, Issouf Kodo nous brosse les portraits de ces deux lutteurs. L'un est chef, l'autre est patron. Un point commun, tous deux privilégient le travail des bras. Un autre point commun, tous deux jouissent d'une morphologie leur permettant de se mouvoir et d'être à l'aise de n'importe quelle posture. Autre point commun, ils ont une bonne ressource physique et un mental qui les met en confiance avec eux-mêmes. Moussa Abdoulaye, Yacouba Adamou, ou Yacouba Adamou, Moussa Abdoulaye sont deux bombes facilement déclenchables, deux puissances, deux pôles différents. Leur combat synonyme d'une véritable explosion, pour la bonne et simple raison qu'il s'agit d'un véritable challenge, dans une sorte de divergence au point de vue technique de base. Moussa Abdoulaye, beaucoup plus à l'aise pour le contrôle haut corps, avec comme principale arme le double crochet, souka, ponctué par une torsion dorsale ou bancaré. Yacouba Adamou, tout à fait le contraire. Ses proies relativement faciles par des ramassements de jambes, l'une ou l'autre, tout compte fait, l'adversaire est pris de l'étau. À ce niveau, Yacouba crée la confusion de l'esprit de l'adversaire car ne sachant pas quel module va lui être appliqué. Il en a à revendre. Et selon la situation, Yacouba désarçonne sa victime par une de ses innombrables techniques de base. Demain dimanche, les pronostics sont ouverts pour un challenge de fraternité en présence de la première dame Essata Issoufou. Toujours à l'actif de cette commémoration, l'arrivée du marcheur qui, pour la même occasion, a parcouru vallée, plateau, plaine sur 650 km. Maradi, Niamey. C'est à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le sida que nous avons initié ce combat de la paix. Je voudrais déjà profiter pour remercier la coordination intersectorielle de lutte contre le sida et la première dame marraine de la lutte contre le sida, Aja Essata, pour avoir accepté que ce challenge soit mis dans le programme des activités de la journée mondiale de la lutte contre le sida. Depuis le 15 novembre, il a quitté Maradi. Donc les lutteurs Yacouba Adamou que j'ai à ma gauche et Moussa Abdoulaye que j'ai à ma droite sont venus. Ils ont dit que serait intéressant qu'ils lui apportent leur soutien en lui apportant de l'eau pour qu'il puisse se rafraîchir durant le parcours qui reste. Afin de raviver cette flamme, celle de l'union, de fraternité entre les Nigériens. Demain, 1er décembre 2013, sera donc commémorée la journée mondiale de lutte contre le sida. À propos, nous recevons ce soir sur ce plateau le directeur de la communication à la coordination intersectorielle de lutte contre les IST, VIH, SIDA, Elhaji Matou Seydou. Bonsoir M. Seydou et merci d'être venu. Et demain sera célébrée la journée mondiale de la lutte contre le sida. Alors, quelle signification donnez-vous à cette journée du 1er décembre que les nations fêtent chaque année? Merci Madame Annie. Et je remercie aussi l'Européenne pour l'occasion qu'il nous offre. Et la journée du 1er décembre est une journée internationale et célébrée depuis plusieurs années sous l'inspiration des Nations Unies. Et cette journée permet de rappeler les engagements pris par les États et de faire la situation des défis des gouvernements et donc dans chaque pays, mais aussi d'avoir une pensée positive pour les personnes et les communautés qui sont infectées ou affectées par le virus. Vous êtes donc à la coordination de lutte contre le sida. Quelle appréciation faites-vous de la situation du VIH-Sida au Niger depuis la découverte du premier cas en 1987? Okay, merci. L'appréciation qu'on pourra faire donc, de la situation du VIH au Niger, c'est que d'une manière globale, la situation elle est satisfaisante. Eu égard aux résultats que en tout cas, nous avons devant nous, l'EDS qui montre une diminution de la prévalence de 0,7% à 0,4%. Vos défis par rapport aux engagements nationaux et internationaux pris par le Niger? Les défis restent et constituent les priorités pour les prochaines années, à savoir le renforcement des connaissances sur les IST et VIH-Sida, le dépistage global, mais
pour beaucoup de femmes enceintes, et le renforcement dans la prise en charge des personnes adultes et enfants qui sont sous traitement. Et enfin, l'accompagnement psychosocial des personnes qui vivent avec le VIH. Et votre dernier mot, un appel aux populations par rapport à la célébration demain de la journée. Donc le dernier mot, c'est que demain, Inch'Allah, en tout cas sous le haut patronage de Madame Aissata Mahamadou Issoufou, au palais de congrès, dès 8h, Inch'Allah, la cérémonie donc, en tout cas de cette auguste fête donc, sera sous l'égide de la première dame, marraine de la lutte contre le sida. Donc j'invite massivement la population à y assister. Et mon dernier mot, c'est que, encore pour ce qui est de la fête nationale, c'est vraiment le dépistage que nous voulons, en tout cas, que les gens en tout cas s'y donnent. Pour ceux qui ne sont pas fait dépister, ce n'est pas vraiment un mal à soi, vous me connaissez sa sérologie. Merci. Monsieur Seydou, merci d'être venu. Merci beaucoup. La direction départementale de l'hydraulique de Guidan-Rougi a désormais un nouveau local. Le bâtiment a été réceptionné hier par le préfet du département. Le compte rendu de Imrana Idrissa et Ibrahim Hazmissou. La direction départementale de l'hydraulique de Guidan-Rougi vient en effet d'être dotée d'un bâtiment flambant neuf, fruit de la coopération suisse. Il se situe au sud-ouest de la ville, dans le quartier administratif, sur une superficie de 4000 m², terrain offert par la commune. Composé de 7 pièces et une petite terrasse couverte entièrement carrelée, avec des salles d'eau intérieures et extérieures, il a coûté la bagatelle de 35 millions de nos francs. Les travaux ont été exécutés dans le respect total de l'art et des délais par l'entreprise Adam, le constructeur, sous la supervision de la direction régionale de l'urbanisme et le contrôle d'un bureau d'études. Pour le secrétaire général du gouvernorat, la coopération suisse, une des plus anciennes et un des meilleurs partenaires de la région de Maradi, qui a à son actif plusieurs réalisations, dont des bâtiments et des ouvrages hydrauliques et d'assainissement. Il est pratiquement difficile à affirmer, Moussa Ibrahim, de voir un village du département de Guidan-Rougi n'ayant pas bénéficié d'un investissement de ce partenaire. Qu'il trouve ici nos vifs remerciements. Remerciements qui vont également à Adam, le constructeur, qui n'a pas blésiné sur les moyens pour faire un bon boulot. Chez les responsables de l'hydraulique, c'est la satisfaction totale. Nous ne pouvons que remercier la coopération suisse qui a mis ce joyau à notre disposition. Je rappelle qu'on a eu 3 comme ça, à Guidan-Rougi, Dakoro et Bermont. Donc vraiment, c'est le lieu de remercier vraiment beaucoup la coopération suisse qui fait de gros efforts dans la région de Maradi pour améliorer les conditions de vie des populations en approvisionnement en eau potable et aussi améliorer les conditions de travail des agents de l'hydraulique, car ce bâtiment-là permet d'améliorer les conditions de travail des agents qui sont affectés ici à la direction départementale de l'hydraulique de Guidan-Rougi. La coopération suisse a aussi pris sur elle l'équipement des bureaux à travers l'octroi d'une subvention de 750 000 francs. Et les contrats de connexion à l'électricité et de fourniture d'eau potable ont déjà été signés. Pour le directeur départemental de l'hydraulique, l'essentiel est fait. Il ne reste plus qu'à résoudre leurs problèmes de logistique afin de mettre les gens dans les meilleures conditions de travail. Toujours Maradi avec la clôture de la réunion annuelle du dispositif national d'évaluation de la sécurité nutritionnelle et pastorale. 5 jours durant, les participants ont passé au peigne fin toutes les difficultés liées à la crise. C'est ainsi qu'on peut noter qu'il y a plus de 130 milliards de francs CFA qui ont été injectés au profit des populations et couches vulnérables en 2013. Donc on note ainsi, de manière plus spécifique, sans être exhaustif, la mobilisation de plus de 160 000 tonnes de céréales pour renforcer le stock national de réserves alimentaires. Plus de 10 milliards de francs ont été investis dans les opérations de cash for work. 12,6 milliards ont été distribués sous forme de cash aux populations les plus vulnérables. Plus de 120 000 tonnes ont été consacrées aux opérations de distribution gratuite ciblée.
de vente à prix modéré, de food for work et de blanket feeding. Plus de 10 000 tonnes de semences ont été distribuées dans les zones déficitaires. Plus de 11 000 tonnes d'aliments pour bétail ont été vendus à prix modéré au profit des éleveurs. 9,8 milliards ont été investis dans la lutte contre la malnutrition. Plus de 26 000 ménages ont été assistés dans le cadre des inondations avec différents types de kits. Et plus de 70 000 réfugiés, migrants et personnes déplacées ont été pris en charge. La revue après action a été aussi l'occasion d'analyser les forces et les faiblesses de la mise en œuvre de nos interventions. Sans être exhaustif, on relève avec satisfaction que les opérations ont engendré une forte mobilisation de la main-d'œuvre locale, générant ainsi les revenus aux couches les plus vulnérables. Les réponses réalisées ont été jugées très pertinentes et répondent aux préoccupations des populations. Des efforts importants ont été faits dans le ciblage des bénéficiaires et l'harmonisation des outils de ciblage. La pleine implication des autorités et des bénéficiaires à tous les niveaux. L'accessibilité des vivres tout au long de la période de soudure. Et une prise en charge efficiente mais perfectible de la malnutrition et de certaines catastrophes, notamment les inondations et le déplacement des populations. On doit cependant noter des besoins d'amélioration dans certains domaines qui ne pourront pas être exhaustifs ici, donc on pourra noter le ciblage des bénéficiaires, les mécanismes de pérennisation des interventions, le suivi des opérations sur le terrain, la maîtrise des outils de ciblage et des instruments d'analyse et la coordination des interventions à tous les niveaux. Donc, à l'issue de ces échanges, un certain nombre de recommandations pertinentes ont été formulées, notamment la nécessité de renforcer les capacités du dispositif au niveau régional, communautaire et même à l'échelle des bénéficiaires. La nécessité de former et de recycler tous les acteurs en méthode de ciblage, notamment donc le HEA et toutes les autres méthodes de ciblage qui existent. La nécessité de prépositionner les stocks tampons au niveau régional et sous-régional. La nécessité de poursuivre les activités de cash for work, de vente de céréales à prix modéré, de distribution gratuite ciblée, d'appui aux banques céréalières, d'appui aux banques d'aliments bétail, etc. La nécessité de continuer la sensibilisation des populations pour mieux comprendre l'objectif du ciblage des ménages vulnérables. La nécessité de mettre en place un mécanisme pour renforcer le relèvement précoce des retournés et des déplacés. La nécessité d'encourager les populations à la consommation de produits locaux adaptés pour lutter contre la malnutrition, améliorer les dispositifs de prise en charge de la malnutrition et promouvoir les cantines scolaires d'urgence. Nous avons également procédé à l'analyse de la vulnérabilité. Et les résultats de cette analyse au niveau des départements fait ressortir qu'aucun département ou commune n'est en état de famine, c'est-à-dire avec une note de vulnérabilité comprise entre 76 et 100. Nous avons 2 départements qui sont extrêmement vulnérables, c'est-à-dire avec une note de vulnérabilité comprise entre 51 et 75. Il s'agit des départements d'Arlit et de Iférouane. Nous avons 32 départements qui sont moyennement vulnérables, 40 départements qui sont faiblement vulnérables. L'analyse plus approfondie au niveau des différents départements fait ressortir sur le plan national 232 zones vulnérables avec 4 648 villages totalisant une population de 4 294 986 habitants. Bien entendu, il ne s'agit pas de la population vulnérable ici. La population vulnérable sera déterminée avec les taux de l'enquête sur la vulnérabilité des ménages à l'insécurité alimentaire qui est en cours d'exécution. Et sur les 232 zones, nous avons 98 zones qui sont extrêmement vulnérables, avec 2194 villages totalisant une population de 1 770 054 habitants, 106 zones qui sont moyennement vulnérables avec 2100 villages totalisant une population de 2 122 876 habitants, et 28 zones qui sont faiblement vulnérables avec 354 villages totalisant une population de 452 056 habitants.
La sixième édition du Salon africain de la prévention des risques professionnels, SAPRIP, s'est achevée hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey. D'importantes recommandations ont sanctionné les travaux qui ont duré 4 jours et ayant regroupé 12 pays de l'Afrique. La cérémonie officielle de clôture a été présidée par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Ada Salus. Sur la 6e édition du Salon africain de la prévention des risques professionnels SAPRIP qui a duré 4 jours, les rideaux sont tombés à Niamey ce vendredi après-midi. À cette occasion, les associations des victimes d'accidents professionnels et les 273 participants issus de 12 pays ont formulé des recommandations. Vu le nombre croissant des accidentés de travail et malades professionnels en Afrique, nous recommandons une journée africaine des accidentés de travail et malades professionnels. Les participants recommandent l'organisation, avant le 7e SAPRIP, d'un séminaire atelier sur une meilleure prise en charge des inventeurs et une meilleure vulgarisation des œuvres. L'élaboration par le secrétariat permanent du SAPRIP d'un programme de formation sur les principes et fondamentaux de la prévention des risques professionnels et sur la propriété intellectuelle à l'intention des inventeurs et créateurs. La formation sur la base de ce programme des inventeurs de chaque pays. La désignation d'un point focal au sein des services, au sein des structures de prévention de risques professionnels des organismes nationaux de sécurité sociale, chargés du suivi de la mise en œuvre des recommandations et résolutions des activités périodiques de l'IAPRP. La création d'un laboratoire sous-régional de référence en métrologie des nuisances, dont la mission sera de former, d'encadrer et de conseiller les pays en matière de mesure des ambiances en milieu de travail. La mise en place d'un programme de contrôle d'une nuisance professionnelle fréquente dans chaque pays. Ces recommandations ont été jugées pertinentes par le Niger, pays hôte, initiateur et organisateur de l'événement, qui s'est engagé à s'investir pour l'effectivité de leur mise en œuvre. Les résultats auxquels nous sommes parvenus à la fin de ces 4 jours de réflexion et d'échange constituent, à n'en point douter, une avancée certaine dans la recherche et la prévention des risques professionnels en général et dans le secteur des industries manufacturières en particulier. Grâce à la perspicacité, la disponibilité et l'assiduité dont vous avez fait montre 4 jours durant, les objectifs assignés à la présente édition ont été largement atteints à notre grande satisfaction et à la satisfaction de tous. Je voudrais, à titre d'illustration des succès accomplis, au cours de cette rencontre, mentionner quelques-unes seulement des innovations introduites à travers notamment l'adoption du plan d'action 2013-2014, lequel plan pour être réaliste et pragmatique ne comporte qu'un paquet minimum de mesures à mettre en œuvre au cours des 3 prochaines années. Le déclenchement du processus de la mise en place d'un secrétariat permanent chargé d'assurer sous l'égide de l'Inter-africaine de prévention des risques professionnels le suivi des différents actes du salon et l'évaluation des directives qui en sont issues. Les méthodes et les techniques de prévention dans les industries manufacturières ont été au centre du SAPRIP 2013. Les participants ont pu découvrir et apprécier les créations de 43 inventeurs pour mieux prévenir les risques professionnels. Les 7 meilleures œuvres des 27 inventions retenues pour le concours de créativité et d'innovation ont été primées. Rendez-vous est pris dans 2 ans pour le 7e SAPRIP, toujours à Niamey. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, la coordination des acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre a initié une série de rencontres avec les jeunes adolescents afin de les sensibiliser sur les violences en milieu scolaire, en famille et le respect mutuel. Le premier groupe de jeunes, des jeunes de Zangorzo, ont suivi ce matin au centre des jeunes de la commune 2 une séance de projection de films suivie de débats sur différents thèmes. Lamina Tcharimadibou, Sani Issouf. Organisée dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, cette séance de projection des films suivie de débats à l'intention des jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées vise à sensibiliser ces dernières sur les violences en milieu scolaire, en famille et le respect mutuel. Et le premier objectif, c'est de faire comprendre et de faire accepter
à ces filles-là, à ces adolescentes-là, les violences existent bel et bien. Parce que vous savez, très souvent, on cache, on n'arrive pas à s'exprimer, on ne veut pas parler de ces violences-là. Et ça, c'est dû à nos coutumes et à nos traditions. Donc, il faut amener ces enfants-là à comprendre, à accepter qu'il y a la violence. Le deuxième objectif que nous visons, c'est de les amener à parler quand elles sont violentées ou quand leurs proches sont violentés, qu'elles arrivent à parler, à se confier à d'autres pour qu'on puisse trouver des solutions. Et le troisième objectif, il y a la solidarité. La solidarité, elle vise quoi? C'est-à-dire que quand ton prochain est violenté, il faut que tu arrives à le faire parler et voir dans quelle mesure tu peux apporter des solutions ou bien concerter d'autres personnes pour apporter des solutions. À l'issue de cette rencontre d'échange sur les violences, certains ont compris ou exprimé leurs souffrances en cas de violences basées sur le genre. Financé par Oxfam et l'UNFPA, la coordination des acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre entend poursuivre cette initiative jusqu'au 10 décembre 2013. Lancement hier à Kalfou, région de Tawa, de l'opération de récupération des terres initiée par l'ONG Aram. Ce sont en effet quelques 50 hectares de terres qui seront récupérés à travers cette opération lancée par le préfet du département de Tawa. Compte rendu, Hawa Mamoudou, Abdoulaye Abdraman. C'est le village de Alubou, commune rurale de Kalfou, qui a été choisi pour le lancement de cette opération. Rappelons que l'ONG Aramat a pour but d'améliorer la vie des populations les plus vulnérables. L'ONG Aramat intervient dans 4 domaines essentiels, à savoir l'éducation, la santé, l'environnement et la lutte contre la pauvreté, via la construction de la résilience des communautés vulnérables. L'action de Aramat s'articule à la fois autour des filets de sécurité, local d'approvisionnement et de gestion comme par exemple les stocks communautaires pour limiter l'exposition des ménages vulnérables au risque, par exemple la fluctuation des prix sur le marché cause sous-jacente de malnutrition. Plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie, celle du maire, du départemental de l'environnement, du président de l'ONG Aramat Sidi Beka, qui ont tous apprécié l'opération. Quant au préfet du département Lawali Ataya Tanko, qui procédait au lancement de cette opération, a d'abord marqué son intervention sur le programme 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, de son excellence Mamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État. Ces travaux, dira-t-il, cadrent parfaitement avec le programme 3N. Occasion pour lui de remercier l'ONG Aramat pour les multiples efforts qu'elle déploie au profit de ces populations. Ces populations très unis expriment ici leur satisfaction. L'atelier régional sur la libération des champs pour la campagne agricole 2013, c'est à Dosso. La date du 15 décembre 2013 a été retenue de commun accord avec l'ensemble des acteurs ruraux de 7 départements de la région pour libérer les champs afin de permettre aux animaux de profiter des résidus des récoltes. Mour Abdou Ali Hachim. Initié par l'ONG COSPE avec l'appui financier de la coopération espagnole au Niger, dans son programme de souveraineté alimentaire, le Forum sur la préservation de la mare de Dandouchi, qui a regroupé les organisations de producteurs du terroir de Dandouchi et autres usagers de la mare, vise à les doter d'une charte pour une gestion rationnelle et durable de cette mare.
Après le mot de bienvenue du maire de la commune rurale de Bagaroua, le directeur régional de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, le colonel Ibrahim Maman, a relevé que cette mare dépasse en un point douté nos frontières de par son étendue, 18 km, et les ressources halieutiques dont elle regorge, ce qui lui a valu d'être classé site Ramsar. Le colonel Ibrahim Maman de constater que cette mare, eu égard aux effets des aléas climatiques et anthropiques, est menacée d'ensablement d'une part, et certaines espèces de poissons qui étaient si nombreuses quelques années auparavant deviennent de plus en plus rares. Compte tenu du danger imminent de disparition qui guette cette mare et vu son importance indiscutable, le colonel Ibrahim Maman a appelé les populations à réfléchir pour trouver les voies et moyens leur permettant de sauver cette ressource inestimable de disparition. Le préfet de Bagaroua, M. Issouf Kalam, après avoir établi la carte postale de son jeune département, relevé que selon les estimations de la direction départementale de l'environnement de Bagaroua, il est pris en moyenne 216 tonnes environ de toute espèce confondue de poissons par an. Occasion pour lui de remercier vivement l'ONG COSPE à travers la coopération espagnole pour les efforts qu'elle ne cesse d'apporter aux populations de Bagaroua en particulier et du Niger en général. Prononçant le discours de clôture du forum, le secrétaire général de la région de Tawa, M. Yahya Tankari, a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de promotion des produits locaux pour garantir la souveraineté alimentaire des populations rurales de la mare de Dandouchi, les populations de 8 villages de la commune rurale de Bagaroua riverains de la mare ont bénéficié d'importantes réalisations. M. Tankari de souligner que cette stratégie basée sur l'amélioration des conditions de vie des populations rurales cadre parfaitement avec l'initiative 3N du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadj Issouf Mamadou. M. Ilyas Moussa, coordinateur de l'ONG COSPE au sortir de ce forum. Il s'agit d'un projet d'appui de sécurité alimentaire financé par la coopération espagnole au Niger et exécuté par notre ONG. Donc le projet a couvert 8 villages autour de la mare et il a travaillé dans le sens intégré. Donc il a vraiment occupé des activités de pêche, de maraîchage et de renforcement des capacités. Oui, nous reviendrons sur l'atelier régional sur la libération des champs pour la campagne agricole 2013 tenue à Dosso dans nos prochaines éditions. Tenu les 27 et 28 novembre 2013 à Dosso sous le thème Assurance qualité dans la production des statistiques officielles, les travaux du 3e congrès ordinaire du syndicat national du personnel de l'information de la statistique. Les travaux ont pris fin sur une note de satisfaction générale. Reçu Manou El Hadjisidou. Au cours de la clôture des travaux de ce 3e congrès ordinaire du syndicat national du personnel de l'information de la statistique SYNPIS, placé sous le thème Assurance qualité dans la production des statistiques officielles, tenu à Dosso du 27 au 28 novembre 2013, plusieurs orateurs se sont succédés. D'abord, le secrétaire général du SYNPIS, reconduit à la tête du nouveau bureau, M. Zakou Boubacar, qui a remercié l'ensemble des militants pour la confiance renouvelée en lui pour un second mandat, tout en demandant leur soutien dans l'accomplissement de sa mission, a salué la qualité des travaux issus de ce congrès. Le secrétaire général de CDTN a salué l'esprit de responsabilité qui a caractérisé les travaux avant de réaffirmer tout le soutien de sa centrale syndicale au SYNPIS dans l'accomplissement de sa mission. Quant au directeur général de l'INES, M. Idrissa Ali China Kourdiani, tout comme le ministre délégué au budget M. Mohamed Boucha, ils ont félicité le nouveau bureau et l'ensemble des militants pour le travail abattu avant de réaffirmer tous les soutiens possibles du ministère des Finances et de l'administration de l'INES à SYNPIS et à l'ensemble du personnel de l'INES afin d'atteindre les objectifs qui sont, entre autres, la fourniture de données statistiques fiables à l'État et à ses partenaires au grand bonheur du pays. Enfin, soulignons que ces assises ont été sanctionnées par plusieurs recommandations et résolutions que je vous propose de suivre. Pour garantir une meilleure production de données statistiques et maintenir à l'INS son rang de première place parmi les instituts nationaux de la statistique des pays membres d'Atristat.
la mise à la disposition de l'INS des moyens matériels et financiers plus conséquents pour permettre une bonne exécution de ces programmes d'activité. Considérant le manque de formation de longue et de courte durée dont sont victimes les agents de l'INS, procéder à la validation et à la mise en œuvre du plan de formation, promouvoir la culture statistique à travers la vulgarisation de la Charte africaine de la statistique et la loi du 30 mars 2004, restaurer la présence du SYNPIS dans toutes les commissions, équité dans le traitement et la répartition du matériel, élaborer le cadre national d'assurance qualité en vue d'une mise en œuvre de la démarche. Tenu ce matin au siège du SNAD de l'Assemblée générale constitutive du syndicat national des transporteurs libres des marchandises sous le thème « Le secteur des transports dans le développement économique du Niger ». C'est le directeur de cabinet du ministre des Transports, Issaq Hassan, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Hadiza Medine, Gérard Abdelaziz. Le syndicat national des transporteurs libres des marchandises SNTLM porte à 45 le nombre des syndicats du secteur transport au Niger. Mais ce n'est pas une formation syndicale de plus. Elle est née en effet de la volonté et de la détermination d'un certain nombre d'acteurs du secteur, notamment son président provisoire Abdoulaye Hima, a œuvré pour la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants, mais aussi et surtout pour le développement du transport terrestre au Niger. Au Niger, vous conviendrez avec moi que le transport reste et demeure de nos jours un pilier de l'économie du pays, surtout avec la diversification par les autorités de la 7e République, l'exploitation des ressources naturelles comme l'uranium et le pétrole, etc., etc. Le thème, le secteur du transport dans le développement économique du Niger, relève la détermination du syndicat national de transport libre de marchandises et ses militants à œuvrer inlassablement pour un sursaut économique du Niger afin d'alléger les souffrances des populations nigériennes pour lesquelles l'État ne cesse d'œuvrer pour leur bonheur. Le CNID et surtout le ministère de tutelle ont présenté leurs félicitations et encouragements pour l'organisation de cette AG constitutive de la SNTLM et ont réitéré leur disponibilité à accompagner le dit syndicat pour l'atteinte de ses objectifs. L'État, je le dis, je le répète, avec vous, a initié un dispositif tendant à renouveler le parc automobile Niger à concurrence de 5000 véhicules, tout type confondu naturellement, y compris les camions qui semblent être aujourd'hui le pôle d'attraction des discussions, en tout cas de l'Assemblée générale constitutive du syndicat national des transporteurs libres du Niger. Nous n'avons pas encore acquis le financement de ces 5000 véhicules, mais tout au moins, j'ai le plaisir de vous informer que le dispositif est carrément mis en place et a été installé le jeudi passé par le ministre des Transports et que pour l'instant nous disposons quand même d'un partenaire d'appui tout au moins du processus, à l'occurrence l'Union européenne. Le Niger en tout cas vous encourage à pouvoir disposer des camions neufs pour pouvoir satisfaire nos besoins en transport qui sont énormes. Je pense que le Niger est quand même un pays en industrialisation, donc cela nécessite beaucoup de moyens, surtout logistiques. Et je pense que, à l'instar de tous les autres syndicats qui se battent comme ils peuvent, nous pouvons compter sur vous pour aboutir à cela. Le statut et le règlement intérieur du SNTLM seront examinés et adoptés et un nouveau bureau sera mis en place lors de cette Assemblée générale. Séance de lecture du Saint-Coran hier dans le village de Tombo-Soudjaï, département de Filingué. Objectif, prier Dieu pour que la paix et la quiétude sociale règnent sur le Niger. C'est une initiative du cheikh Abdoulaye Adam de Bassoura. Mahmoudou Idrissa Maga. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans ayant répondu à l'appel du cheikh Abdoulaye Adam de Bassoura pour cette séance de lecture du Saint-Coran. Une cérémonie qui a eu lieu dans le village de Tombo-Soudjaï, département de Filingué, village natal du cheikh, et qui a regroupé plusieurs autres villages environnants, voire même toute la région du Bourboï.
Les fidèles musulmans ont imploré le Tout-Puissant de sa grâce et de sa miséricorde des prières pour que la paix et la quiétude sociale règnent sur notre pays. Toute la matinée, les serviteurs de Dieu ont sanctifié le nom d'Allah, psalmodié des incantations et récité le Saint-Coran dans la plus grande discipline. Ensuite intervient la prière du vendredi et enfin la Fatiha prononcée pour clore la cérémonie. Le cheikh Abdul Hayy nous précise ici l'importance de cette pratique. Notre pays a besoin de prières des marabouts. La lecture du Saint-Coran est la meilleure des prières. Le président de la République, chef de l'État, nous a exhortés à cela. Et nous sommes en train de le faire, comme l'a prescrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seule la lecture du Saint-Coran fait régner la paix, la quiétude sociale et promouvoir le développement social et économique. Il faut préciser que c'est chaque année que le village de Tombosougué organise cette séance de lecture du Saint-Coran sous la conduite du cheikh Abdul Hayy Adam de Bassora. Le lycée d'Ambascoré de Maradi vient d'être doté d'un important lot de matériel informatique, dont de la fondation Orange Niger. C'est le gouverneur de la région, Amadou Babale, qui a réceptionné le matériel. Imrana Idrissa, Ibrahim Asmus. Ce don se compose de 11 ordinateurs très adaptés aux besoins des scolaires et des tableaux numériques offerts par la coopération française. On l'a souvent entendu, la révolution numérique est en marche, les choses évoluent vite et avec elles les modes d'apprentissage. Pour le secrétaire général de la fondation, Orange et sa fondation travaillent pour que les outils numériques, en plus d'être disponibles, soient d'usage utile mais aussi facteurs d'innovation, gage de développement. Roni Alassane fonde alors l'espoir que les outils mis à la disposition des élèves les aideront beaucoup parce qu'ils sont, avec les étudiants, les véritables acteurs de ce monde numérique. Cette opération s'inscrit dans un projet dénommé Une école, un accès, que Orange et sa fondation ont mis en place déjà depuis quelques années, qui consiste simplement à faire, on va dire, l'effort d'équiper le maximum d'établissements scolaires du Niger possible. Je dis bien le maximum possible, les équiper donc en outil, on va dire, informatique, et par la suite les connecter évidemment à Internet, pour tout simplement contribuer à résorber ce qu'il faut désormais appeler la fracture numérique. Globalement, la fondation Orange, en tout cas depuis que Orange a démarré ses opérations au Niger il y a un peu plus de 5 ans, a fait du secteur de l'éducation son véritable, on va dire, secteur prioritaire. À ce jour, toute intervention confondue sur le domaine spécifique de l'éducation, ce divers projet, un peu partout au Niger, la fondation Orange a injecté plus de 600 millions. Le gouverneur de la région, Amadou Babale, a pour sa part apprécié ce geste qui, selon lui, vient à point nommé et cadre parfaitement avec la renaissance du Niger, qui fait de l'éducation nationale son cheval de bataille en s'engageant pour un enseignement de qualité, donc une culture de l'excellence. À travers ce don, les élèves bénéficient de compétences et applications leur permettant de participer activement au développement socio-économique de leur pays, le Niger. Des propos réitérés par le proviseur du lycée d'Ambascoré, qui, très réjoui, a demandé à Orange et à sa fondation d'accepter le témoignage de leur profonde gratitude et leur reconnaissance. Pour Moussa Ato Salifou,
ce lot d'ordinateurs de bureau permettra certainement d'améliorer les conditions de travail du personnel administratif et aux enseignants et élèves de prendre un nouveau départ pour des résultats meilleurs. Il sollicite en plus un autre appui auprès du généreux donateur, la connexion Internet, comme pour lier l'utile à l'agréable. Les élèves, par la voix de leurs représentants, promettent d'en faire un bon usage et une utilisation rationnelle afin de booster les rendements à l'école. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition. Comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a effectué une mission de travail au Koweït où il a pris part au sommet afro-arabe et à la 8e édition des Journées européennes à Bruxelles en Belgique. Le film complet de ce déplacement du chef de l'État avec nos envoyés spéciaux Moussa Amani et Moumouni Galou. Bonne réception. Les travaux du 3e sommet afro-arabe se sont ouverts le mardi 19 novembre 2013 à Kuwait City, la capitale du Koweït. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, à la tête d'une importante délégation, a pris part à ce sommet. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de Kuwait City, l'ambassadeur du Niger au Koweït et la communauté nigérienne vivant dans ce pays. Le coup d'envoi des travaux de ce 3e sommet afro-arabe a été donné le mardi 18 novembre 2013 dans la matinée au palais Bayan de Kuwait City par l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Et ceci en présence d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et africains, mais également des présidents de plusieurs institutions internationales dont l'Union africaine. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, et les autres dirigeants africains et arabes se sont apaisantis sur le thème principal de ce sommet, à savoir partenaires dans le développement et l'investissement. Il s'agissait pour ces participants de passer en revue les progrès enregistrés dans le partenariat entre les deux ensembles avant de jeter de nouvelles bases pour le renforcement de la coopération arabo-africaine. Un objectif noble qui ne sera atteint qu'avec l'engagement des différents États à conjuguer leurs efforts pour maintenir et renforcer davantage cette cohésion. Une vision soutenue par les différents dirigeants à ce sommet. Ils ont réaffirmé leur détermination à asseoir un partenariat fort et efficace afin de faire face aux nombreux défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. Des préoccupations relatives notamment à la sécurité alimentaire, à la sécurité de nos frontières, aux échanges commerciaux ou encore à la création des infrastructures. C'est pour renforcer davantage ce partenariat que l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, a saisi cette opportunité pour accorder des prêts bonifiés d'une valeur d'1 milliard de dollars, soit 500 milliards de francs CFA, en faveur des pays africains dans les 5 années à venir. Et ceci à travers le Fonds koweïtien au développement, un fonds très actif dans les projets qui renforcent le développement des pays africains, a souligné l'émir du Koweït. Tous ces messages forts des dirigeants africains et arabes témoignent de leur volonté commune à contribuer efficacement à la mise en place d'un partenariat gagnant-gagnant. Ce sommet aura gagné son pari, ne serait-ce qu'à en juger par le nombre et le niveau de participants. Vous avez presque tous les chefs d'État africains et vous avez aussi beaucoup de chefs d'État de pays arabes. Les discussions, comme de coutume, à l'occasion des rencontres de ce genre, ont porté sur un ordre du jour très précis qui s'articule autour de 4 points globalement, vraiment. Les questions de politique et sécurité, les questions de finances, commerce et investissement
les questions d'agriculture et sécurité alimentaire et enfin les questions culturelles et sociales. Les débats ont été intéressants parce qu'il s'agit de définir les modalités par lesquelles on peut mutualiser les forces de deux composantes de cette conférence, que sont les pays africains d'une part et les pays arabes d'autre part. Les pays arabes et les pays africains sont liés par l'histoire, sont liés par la géographie. Vous avez 9 pays membres de la Ligue arabe qui sont des pays africains. Ce sont des pays qui partagent les mêmes valeurs culturelles, l'islam est la religion la plus répandue en Afrique et dans les pays arabes. Ils ont donc ces valeurs de l'islam en partage. Ils ont aussi en partage le fait d'avoir eu la même histoire de domination coloniale et tous ont lutté plus ou moins de la même façon pour s'émanciper de la tutelle coloniale au cours du siècle dernier. Et vous avez une base de tradition, de solidarité entre les pays arabes et les pays africains à cet égard. C'est un peu cet esprit-là que cette conférence a tenté de faire revivre. La dernière conférence de ce genre remonte à 2010, mais celle d'avant elle remonte à 1977. Et tous les intervenants ont eu à déplorer le fait que malgré ces éléments de base que nous avons en partage, et malgré aussi le commerce qui nous lie, sur le plan politique, il n'y a pas eu beaucoup de structures qui ont été mises en place afin de réaliser les conditions d'une meilleure coordination dans nos relations. Et sur les questions économiques, sur les questions politiques et de sécurité, les débats ont porté sur les questions d'actualité, malheureusement, que sont le terrorisme et les différents trafics. Mais évidemment, il y a eu la traditionnelle question palestinienne sur laquelle il y a un grand consensus entre les pays arabes et les pays africains. Sur la question des investissements, du commerce et de l'économie de façon générale, les pays africains ont décidé de multiplier par 2 le capital loué à la BADEA. La BADEA, c'est la Banque arabe de développement économique en Afrique. C'est l'instrument par lequel passe un certain nombre de fonds arabes qui servent à l'investissement en vue de la promotion de l'économie des pays africains. L'idée a été agitée de créer d'autres fonds, mais pour le moment, elle n'a pas été retenue. Vous avez d'autres fonds de chacun des pays arabes pétroliers pris individuellement qui interviennent dans le financement de projets d'infrastructures en général en Afrique. Et il finance aussi d'autres secteurs, bien sûr. La conférence a préconisé que les fonds qui sont alloués dans le cadre de ces différentes institutions financières au profit de l'Afrique soient augmentés. Cet appel, à mon avis,